Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 22 septembre 2023, c'est l'heure de suivre l'émission Les Grandes Contradictions de Guérite TV Monde. Chaque vendredi, je reçois pour vous Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, l'ami de mon mari peut-il être mon confident? C'est le sujet du jour que nous propose aujourd'hui de façon spéciale Anselme Wusso, journaliste à la rédaction de Guérite TV Monde. Je crois que la question que vous posez n'est pas une question aussi facile à répondre. Et c'est vrai que nous voyons dans certaines amitiés des rapprochements qui parfois amènent les femmes, donc des amis, à être aussi proches de l'un ou de l'autre, d'accord? Mais il faut dire que dans un contexte général, c'est un peu dangereux que la femme choisisse l'ami, quel qu'il soit intime ou pas, choisisse l'ami de son mari comme étant son confident. Si cela devait se passer, nous allons jouer sur la bonne foi de cet ami en retour qui en fait ne devrait pas cacher ce que sa femme, en fait la femme de son ami lui confie comme secret, ne devrait pas donc cacher ces choses-là à son ami, parce que s'il ne le fait pas comme ça, le jour où cela va se faire savoir, c'est lui qui sera au banc des accusés. Gaspard Adjamossi, l'ami de mon mari peut-il être mon confident? Oui, dans un monde normal, c'est possible. Malheureusement, nous sommes désormais dans un monde anormal où je dis, rien n'est plus fondamentalement à sa place. Et nous sommes dans un monde où les gens profitent ou veulent profiter de toutes les situations. Et donc, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, je ne trouve pas normal que l'ami d'un mari soit le confident de sa femme. Parce que être confident, ça suppose que à la moindre petite chose, à la moindre question, il faut courir vers l'autre. Et quand on sait que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde désormais anormal et de gens qui veulent profiter de toutes les situations, ce ami entre griffes confident peut malheureusement profiter. Je n'insulterai personne en disant que les femmes ont un petit côté faible, naïf et que ce confident peut malheureusement profiter de cette naïveté-là et aller sur d'autres terrains. Donc, je pense qu'il faut... Non, mais ce que je dis se comprend aisément. Donc, il faut être vraiment... Non, il peut profiter pour détourner, évidemment, la femme d'autrui. Ça, il ne faut pas se cacher pour le dire. Et donc, je ne trouve pas... Et quand comme je l'ai dit, ça suppose que à la moindre petite situation, que la femme doit courir vers le supposé confident et lui dire des choses. Et quand on sait aussi que le contact fréquent, régulier crée l'amour, je crois que c'est assez dangereux. Ce n'est pas une situation souhaitable. Si nous sommes dans un monde de confiance et dans un monde où les gens ne veulent pas profiter de toutes les situations, ça peut être quelque chose d'assez acceptable. Mais actuellement, je ne pense pas que cela soit une situation... Je ne dis pas, je ne vais pas généraliser en disant que tout le monde, tous les amis peuvent être comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez 10, malheureusement, on peut être à 8 ou 9 comme ça, et c'est vraiment dommage. Donc, je dirais non, ce n'est pas bon. Vous craignez quoi, surtout vous, Achille Wusso? Non, mais la crainte, c'est vrai que j'ai entendu Gaspard dire tout à l'heure que l'ami peut détourner la femme de son ami, mais le contraire aussi peut être possible que la femme tende
un piège donc à l'ami de son mari. C'est aussi possible. Et c'est vrai, lorsque on parle de confidence, Gaspard a dit tout à l'heure que là, ça dit à la moindre chose, on court vers l'autre pour se confier, mais de façon encore plus précise, le confident, c'est celui à qui on dit tout. Il n'y a pas de secret. D'accord? Il n'y a pas de secret. Ça veut dire que les petits secrets donc, du foyer sont systématiquement confiés à ce dernier. C'est là où c'est dangereux. Et c'est pourquoi nous craignons. Sinon, il n'est pas exclu que la femme d'un ami se plaigne quand même de son mari par moment ou sur certains sujets à l'ami qu'elle trouve plutôt, j'allais dire, un peu plus proche ou un peu plus dans des... en fait, beaucoup plus ami avec son mari pour peut-être que ce dernier le conseille sur certains sujets. Donc, ce n'est pas toujours donc, dans une mauvaise foi ou dans une mauvaise démarche que les femmes cherchent à donc se confier ou à discuter de certains sujets qui concernent leur ménage avec l'ami donc de leur mari. Mais la crainte ici, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, le contact permanent crée l'amour et de plus en plus, si l'un ou l'autre était porté donc d'une mauvaise foi, cela peut aussi nous amener sur d'autres terrains. Merci beaucoup. Donc c'est interdit, hein, Gaspard Diamossi? Oui, c'est interdit. En réalité, le premier confident de la femme, c'est d'abord son mari. Ça, c'est assez clair. On n'interdira pas à la femme s'il y a une situation lorsque l'ami du mari devient un confident. Non, la femme peut se confier à l'ami, à l'ami de son mari. L'ami qu'il sait proche de son mari et qui peut lui parler, elle peut se confier à cet ami-là en cas de petits problèmes, en cas de petits soucis, et peut-être faire conseiller et son mari par cet ami-là. Mais au-delà, aller jusqu'à dire confident ou à qui on peut dire, moi je dirais non, très dangereux. Vous êtes attentif, hein? Je suis attentif, je ne suis le confident d'aucun, de la part d'aucun. On se comprend chez l'autre. Il faut éviter ce piège. Il faut vraiment éviter. Il faut éviter ce piège. D'accord. Vieux, merci. Jeune, merci. Merci beaucoup à Anselme Osso, journaliste à la rédaction de Guérit TV Monde. C'est lui qui a donc proposé les sujets et réalisé l'émission. Et on souhaite prompt rétablissement à Fauziat Sefou, la patronne de la rubrique La rue Opine. Autre sujet à présent, vraiment, du Toboula à nouveau, hein, dans plusieurs communes du Bénin. Les maires sont dans la turbulence. Les opérations de déguerpissement lancées à nouveau. Bon, vous avez dit du Toboula, en fait, parce que l'ancien préfet Toboula avait été tristement célèbre à cause des déguerpissements sauvages et anarchiques qu'on avait connus entre-temps. Même si aujourd'hui certains reconnaissent qu'il a fait œuvre utile et en faisant peut-être la manière n'y était pas, mais aujourd'hui on constate et quand même que des abords de rues et autres là ont été dégagés, donnaient voilà cette opération. Mais, bon, cette opération est revenue à grands pas dans plusieurs communes, dans presque toutes les communes d'ailleurs, selon les informations que nous avons eues. C'est vrai que c'est plus net à Cotonou, à Porto-Novo et autres. C'est logique qu'aujourd'hui, qu'on puisse dire qu'on veut dégager les espaces publics anarchiquement occupés, illégalement occupés, les abords des voies anarchiquement occupées, illégalement occupées. Mais moi, je m'interroge sur plusieurs aspects de l'opération. Je me dis, mais ceux qui déguerpissent aujourd'hui, ou bien ceux qui ont ordonné les déguerpissements, étaient où quand les gens s'installaient? C'est une première question. Et j'estime qu'il faut vraiment répondre à cette question-là, parce que ce n'est pas facile. Vous savez, quand vous laissez quelqu'un occuper votre domaine pendant un certain temps,
légitimement, il peut se réclamer propriétaire du domaine parce que c'est comme si le propriétaire n'existait pas. Donc, si on laisse les gens occuper un espace pendant un certain temps, malheureusement, quand c'est un espace public, ce n'est pas vérifiable. Mais quand on laisse les gens s'installer pendant un certain temps, je pense qu'il faut aussi avoir la pédagogie et d'utiliser la manière pour faire partie les gens. J'estime que la manière dont cela se fait parfois, ça laisse un peu perplexe parce que si j'occupe un espace public, on peut me faire partie de l'espace public, mais de là détruire mon petit hangar avec les économies que j'ai réalisées. De là, non, je dis oui, moratoire, d'accord. De là détruire mes marchandises. Je crois qu'il y a un pas qu'il faut éviter de franchir parce que généralement, c'est les prêts que les gens contractent pour mettre en place ces petits marchés-là. On est d'accord qu'il faut déguerpir, on est d'accord qu'il faut vider, mais il faut aujourd'hui réfléchir à la manière, même si on a sensibilisé, il faut réfléchir à la manière, parce que tout le monde est coupable, comme je l'ai dit dans cette affaire-là. On a laissé les gens s'installer, on a laissé les gens se mettre complètement à l'aise, donc il faut trouver la manière qu'il faut pour faire partie les gens et non détruire tel que cela se fait. Si on parle de beauté de la ville par rapport au déguerpissement, est-ce que vous ne voyez pas qu'on peut quand même laisser les gens dans la nuit, même en Europe non, on parle de terrasses. On peut les organiser. On peut organiser. Quand vous avez constaté, on a déguerpi les gens, on a détruit des espaces, mais vous avez vu des baraques d'un certain opérateur mobile s'installer à ces places-là. Mais c'est fait de sorte que je pense que l'installation n'est pas anarchique, que ça respecte certainement un certain nombre de normes. Donc, ceux qu'on déguerpit, ceux qu'on casse, ceux qu'on renvoie, on peut également les sensibiliser et les organiser d'une certaine façon, sinon tel que cela se fait. J'ai l'impression que cela se fait un peu sauvagement et également un peu, comme je vais le dire, un peu anarchiquement, tel que les gens se sont installés. Cela ne donne pas... Anarchiquement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne suis pas contre l'opération, mais je suis pour qu'on mette un peu de social, un peu de pédagogie dans la manière de déguerpir les gens. Mais par endroit, les espaces sont toujours animés à Chiloussou. Je voudrais d'abord dire que je ne suis pas totalement d'accord avec Gaspard lorsqu'il pense que la façon dont les opérations de déguerpissement sont menées, souvent ça laisse à désirer parce que ça n'a pas un visage humain ou social comme il le dit. Moi, je pense plutôt que c'est le contraire, que ce sont nos populations qui ont les oreilles un peu trop dures. C'est vrai, on dit que les habitudes ont la peau dure, mais lorsque déjà vous savez que c'est pratiquement des coups de matraque qu'on a fait déguerpir ceux qui s'étaient installés sur ces abords de voies, sur ces espaces publics, il faut quand même la peur de l'autorité, la peur du gendarme. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, c'est à croire que les populations te disent, faisons pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont réagir? S'ils ne réagissent pas, nous continuons à rester. Regardez, au bord de la grande voie, au carrefour au feu de, je sais pas comment vous appelez ça, de Wando, là. De Wando. Regardez les vendeurs de pain. À cause de cette dame, on a été obligé d'ériger des garde-fours pour séparer le marché de la grande voie. Et pourtant, elles viennent toujours s'installer le long donc de la route et de l'autre côté donc des garde-fours. Vous voyez? Et la police est obligée de faire la chasse tout le temps. Et dans ces conditions, s'il arrive que la police les brutalise, mais on va dire que la pauvre dame est allée acheter. Il faut jeter leur pain dans les caniveaux, il faut jeter leur pain dans les combien de fois on va le dire. N'oublions pas que la sécurité donc de la population est aussi du devoir de l'autorité. Alors, donc, quand un accident va subvenir et que ça va emporter des vies, tout au long donc de cette voie, nous serons encore les premiers à critiquer l'autorité de la ville de Porto-Novo, à critiquer la police, à critiquer donc le ministère, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il va falloir
c'est vrai que Gaspard parlait de l'éducation, oui, l'éducation à la citoyenneté, à la bonne citoyenneté, au civisme. Non, ce que vous dites, ça commence par vous-même. Vous parlez comme si vous ne vous êtes jamais arrêté à ce carrefour pour opérer un achat. Non, si nous tous, on prend l'habitude de dire ceux qui sont aux abords des voies, parce qu'ils sont en situation illégale, je ne m'arrête pas pour acheter et qu'ils restent là et qu'ils ne vendent pas, par exemple. Je crois que c'est une... Moi, je n'ai même pas intérêt à mettre ma vie en danger, à m'arrêter. Non, mais il vous arrive d'acheter chez les vendeurs à la sauvette. Oui, mais c'est parce qu'on les a enlevés des feux. Et n'oubliez pas que les espaces publics appartiennent ou sont sous l'autorité donc de l'État et en fait des mairies. Et par rapport à ça, quand vous voulez vous installer, vous avez cité par exemple le cas d'un opérateur de GSM, je crois que dans ces conditions, il faut aller demander la permission de l'occupation et là où vous pouvez vous installer, donc l'autorité définit le périmètre et vous vous installez. Et cela, vous payez la contrepartie. Alors, lorsque vous ne le faites pas, vous êtes aussi en porte-à-faux avec les tests et avec les exigences donc des lois que nous nous sommes librement données. Parce que vous pensez que ceux dont on parle là, les baraques dont on parle là, vous pensez que ces baraques-là n'ont pas été érigées avec la complicité des communes? Vous pensez que les communes à 99%. Vous pensez que les communes ne prélevaient pas des taxes, impôts et autres là chez ces vendeurs-là? C'est peut-être parce que l'État central a dit quelque part il faut déguerpir que ça a commencé. Oui, sinon c'est au nez à la base des communes qui sont également. Je vous amène. C'est le chef de l'État lui-même qui a. Oui, parce que on ne devait même pas attendre les mairies coûtent. Alors que les mairies ont contribué à l'installation de. Non, je crois que cette affaire-là est partie de Cotonou. Le premier qui a réagi, c'est le maire de la ville de Cotonou. Et on devait comprendre que les visiteurs, les étrangers qui sont peut-être au Bénin dans le cadre du championnat, ça peut susciter peut-être cette réaction du chef de l'État. Et l'étendre en même temps, je crois que c'est pour éviter que les gens s'installent de façon continue et que, bon, quand on cherchera maintenant à les déguerpir, que ça pose problème. Pour avoir agi de cette façon-là, en tout cas, pour que cela couvre une seule fois le territoire, je crois que c'est déjà important, il faut saluer la chose. Revenez à Diara, au marché d'Aguera, pour voir ce qui se passe avec les bonnes dames le jour du marché. Moi, chaque fois que je circule, je prie pour que rien n'arrive, parce que c'est quand ça va arriver qu'on va encore commencer par dire c'est le maire, il n'a rien fait pour protéger les populations, il sait que les gens s'installent au bord de la voie, même dans l'emprise de la voie pour vendre, et il n'a rien fait. Bon, maintenant qu'il a agi, je crois pour lui-même, il est descendu la dernière fois. Je crois que c'est déjà important. Et la police, la police que je vois aussi par moment descendre donc sur les voies donc en fait, qui sont donc dans l'emprise du marché d'Aguera pour sensibiliser les gens à quitter, à s'installer donc quelque part où ils sont plus en sécurité. C'est déjà quelque chose. Merci mais beaucoup. Les populations s'entêtent toujours à venir s'installer. Donc il faut aussi leur parler. Merci beaucoup. On passe à un autre sujet, troisième sujet à présent. On parle d'éducation, rentrée scolaire et académique 2023-2024. L'école béninoise a ouvert ses portes aux apprenants et enseignants. Je reste toujours avec vous, Achille Oussou. Oui, mais parce que vous êtes un enseignant. C'est vrai, la rentrée a été effective. Et les primes sont tombées aussi là, hein? Donc il faut profiter. Non, ce n'est pas une condition pour que l'école rouvre ses portes. Vous pensez que c'est quand les enseignants ont leurs primes qu'ils doivent... Non, ça montre quand même que tout roule. Que tout roule. Non, il n'y a pas de... Je crois, non, les primes en fait... Parce que il a quitté nos radars depuis quelques semaines. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que les primes en réalité, c'est une dette que l'État... On dit que c'est tombé. Non, mais vous voulez faire l'historique. On dit que c'est tombé, vous voulez faire l'historique des primes. Là, je ne vous comprends pas. Là. Ça ne devrait pas tomber.
Non, mais plus à ce niveau. Pourquoi vous pensez que c'est une des conditions pour que l'école rouvre ses portes? Non, il n'a pas des conditions. Mais tous les autres fonctionnaires sont payés chaque fin du mois par rapport à leurs différentes primes. Pour les enseignants, on les met ensemble pour les payer une fois l'an. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de différence. Et ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, pardon. Est-ce que c'est tombé? C'est tombé en partie. Si c'est ce que vous voulez entendre, c'est tombé en partie. Et c'est ce que je ne voulais pas dire. Okay. Parce que ça aussi, ça fait des graissements dedans. Parce que ce que l'État doit donner, il n'a pas donné la totalité. Et l'État justifie maintenant son acte par un arrêté qui fixe désormais que les primes sont mensualisées. Et donc, bon, c'est à la rencontre de négociation, du dialogue social qu'on appelle le décret a été brandi. Et bon, les responsables syndicaux ont été obligés donc d'avaler la chose. Et aussi, les enseignants sont retournés à l'école normalement comme si de rien n'était. Ou bien vous voulez les fâcher encore davantage. Mensualiser, ça n'a pas été supprimé. Seulement que c'est une bonne nouvelle. Seulement que nous constatons par endroit, puisque nous sommes en période de pluie, que les activités sont perturbées par l'inondation de certaines. Même à Cotonou, il y a des étrangers, il y a des établissements qui sont totalement inondés. Ça va perturber les choses pour 2 semaines, 3 semaines. C'est un temps très important dans le temps pédagogique qu'ils sont en train de perdre comme ça. Je pense que l'État va réfléchir à ces différentes difficultés pour désormais revoir peut-être le temps, le démarrage de l'école. Merci beaucoup. Gaspard Diamanchi, très rapidement, nous avons encore 5 minutes pour terminer. Oui, c'est déjà bien que la rentrée ait commencé dans ces conditions. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs années où la rentrée se déroule de cette manière-là. Malgré les petits soucis, les petits problèmes, la rentrée se déroule généralement de façon assez correcte, même s'il y a quelques problèmes qui amènent des rentrées, je dirais, différentielles, parce qu'il y a les zones dont vous avez parlé, les zones inondées qui n'arrivent pas à commencer l'école en même temps que les autres. Non, Achille semble évoquer quelques soucis par rapport aux enseignants, mais depuis quelques années, bon, les enseignants, c'est un peu comme les chiens. Ils rêvent, mais ça reste juste dans leur ventre. Ils acceptent aujourd'hui tout et puis on continue. Merci beaucoup. On passe à l'international. Gaspard Diamanchi, après près de 2 mois de coup d'État au Niger, Mohamed Bazoum saisit la justice ouest-africaine pour sa libération. Oui, bon, le pauvre Mohamed Bazoum, il est toujours détenu par la junte au pouvoir. Il bat des pieds et des mains pour tout au moins retrouver sa liberté, mais en plus retrouver son fauteuil. Bon, certains... toujours, hein? Non, bon, il est permis de rêver, parce que la junte aussi n'est pas totalement sûr que son pouvoir est un pouvoir acquis, dans la mesure où il bat également des pieds, des mains, il voit un peu le mal partout. Et dès qu'il y a un petit policier béninois à la frontière, on pense que c'est un déploiement de troupes qui s'annonce. Dès qu'il y a une petite opération à Cotonou, on pense que ce sont les Français qui veulent déployer des troupes vers Niamey. Donc aujourd'hui, c'est une course contre la montre au niveau des deux. La junte qui tente de légitimer son pouvoir et Bazoum qui essaie de retrouver son fauteuil. Mais moi, je pense que la légitimité est du côté de Mohamed et Bazoum. Et je crois qu'il est aussi, il s'est montré assez ferme, assez dur sur un certain nombre de choses, parce qu'il y a certains qui ont été, dès qu'ils ont été démis et qu'ils ont vu le fusil sur leur tempe, ils ont dû laisser une démission écrite, ce que Bazoum a refusé jusque-là de faire. Et il utilise encore les moyens en son pouvoir pour essayer, n'est-ce pas, de retrouver sa liberté et son fauteuil. Je crois que c'est un légaliste jusqu'au bout, et je pense que c'est une bonne chose. Reste à savoir s'il aura gain de cause. Bazoum, le courageux. Ah oui, je ne sais même pas comment ça lui a été possible donc, de réussir à saisir. C'est par ses avocats. La CEDEAO, bon, d'accord, bon, peut-être. Et ça veut dire qu'il a encore la possibilité de discuter avec ses avocats qui ont agi en son nom. Ce sera tant mieux. Mais ce que la crainte que j'ai, c'est que qu'on va vous appeler, que sa plainte puisse aboutir, parce que si la junte n'a pas reconnu la CEDEAO, l'organe même, ce n'est pas une émanation donc, de la CEDEAO
qu'est la Cour de justice de la CEDEAO, qui va faire trembler la junte au pouvoir au Niger. Mais c'est déjà bien qu'il s'exprime et qu'il fasse évoluer le débat désormais. Je crois que les autres ont un mois pour produire un mémoire, pour se justifier, et qu'après cela, nous allons voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, pendant un mois encore, Bazoum sera peut-être encore gardé. Le 26 prochain, cela fera deux mois jour pour jour. Nous ne savons pas le mardi prochain déjà, quand ça va finir, mais nous souhaiterons que vraiment que cette crise-là puisse avoir une fin honorable. C'est la fin de ce numéro. Nous avons encore 2 minutes pour gérer le dernier sujet, le baromètre. Achille Osso qui monte. Qui monte, et j'ai pensé que on peut dire et saluer les actions donc, des différents maires qui sont allés éduquer encore la population par rapport à la bonne citoyenneté, aux bonnes manières, le déguerpissement des voies. Je leur tire chapeau pour ça. Et je crois que désormais, il faut faire en sorte que cela puisse tenir dans le temps. Qui descend. Qui descend, et malheureusement, nous irons à l'international au Niger pour regretter que la junte fasse perdurer la crise et continue de garder Bazoum en otage. Voilà. Merci beaucoup, à vendredi prochain. Merci, à vendredi. Achille Osso et Gaspard Diamossi, qui descend chez vous? C'est bizarre, qui descend chez moi, ce sont les communes qui ne donnent pas un visage humain à l'opération qu'on leur a imposée et qui cassent à tout va les pauvres populations. Je ne suis pas contre l'opération, mais je suis pour que l'opération ait un visage plus humain. Donc pour moi, ces communes-là descendent. Ces communes ou ces maires? Bon, les maires, ce sont les exécutifs des communes. Si vous voulez que je dise les maires, oui. Bon, voilà, ce sont les maires. Voilà. Et qui montent? Et qui montent, moi je dirais Bazoum. Je resterai. Mais c'est tout à fait le contraire. Oui, c'est ce qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris dans le raisonnement, c'est Bazoum qui est resté droit dans ses bottes et qui essaie de revendiquer son droit à être libre et son droit de retrouver le fauteuil que le peuple du Niger lui a donné. Voilà, merci beaucoup. Le baromètre du jour est vraiment spécial. Vous comprenez déjà, mesdames et messieurs. Continuez le débat sur notre page Facebook et YouTube, gueritttvmonde.bj. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamossi, Achille Osso, Alphonse Boton, Kabira Diadi, Patrice Sayonton, Latifat Kouenou. Merci à vous et à vendredi prochain. Bonsoir. Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les Grandes Contradictions. Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guerrita TV Monde.